Voilà, bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection avec un spécial en fait PR et médias avec Julie Catrom de Being Media Press. Je vais le dire dans le bon sens. Je ne sais pas pourquoi je vais le dire tout le temps dans le mauvais sens. Je C'est suis bien devenue dyslexique, tu immédiat. sais, depuis que je suis en Israël. J'inverse les mots, j'inverse les lettres. Donc voilà. J'attends que notre dernière amie soit connectée. Donc, merci d'être là, en tous les cas, pour ce 18e épisode. Et je vais tout de suite partager mon écran pour vous parler tout de suite des rendez-vous de The Connection. Hop, hop, hop. Et voilà, ma jolie fraise, bien rose. Ah, Voilà. Donc, le petit sommaire, je vais vous rappeler tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est quoi les rendez-vous de The Connection. Un petit rappel du marketing 360, qui est mon activité, en fait, depuis, alors pas depuis 22 ans, mais depuis, en fait, depuis précisément depuis 2007, et enfin 2009 précisément. Ensuite, l'agenda des prochains rendez-vous. Donc, ça commence à se bousculer. Bon, après, je cherche toujours des gens, pour ceux qui le savent, dans plein de domaines maintenant, puisque j'ai pas fermé au marketing. J'ai ouvert au développement personnel, au RH et au social, puisque la dernière fois, on était là pour un spécial, en fait, précarité. On a déjà fait un spécial développement personnel avec Maxime au mois de septembre. Et il va y avoir un spécial RH en fait à venir avec notre ami en fait Johan Martin, que tout le monde connaît. Il va y ah, avoir aussi un spécial développement personnel sur le leadership en fait féminin et l'intelligence émotionnelle en fait avec en fait Aurélia Attar Khalifa de Anava Coaching. Donc et ensuite j'ai déjà dévoilé plein de choses et il manquera que les dates. Et donc après, en fait, je laisserai la parole à Julie qui va nous présenter sa société, nous présenter son expertise aussi peut-être. Et, et je dis les choses maintenant. En général, on parle d'un question-réponse en fait à la fin. Et en fait, je pense que c'est plus sympathique quand c'est pendant, pendant son déroulé. Euh, on lui coupe pas la parole, bien évidemment. Mais du coup, je trouve qu'en termes d'interaction, c'est plus sympathique plutôt que d'attendre la fin pour poser les questions. Donc voilà. Donc les rendez-vous de The Connection, c'est un rendez-vous mensuel, parfois bimensuel, selon les opportunités et mon emploi du temps. J'ai créé en fait mon webinaire l'année dernière, fin janvier de l'année dernière justement, à quelque chose près. Du coup, à la base, c'est un rendez-vous en fait sur le marketing 360 et j'invite pas mal d'intervenants autour en fait de mon métier. Donc, tous les intervenants en fait de tous les canaux de communication ou d'acquisition et tous les gens qui y participent, parce qu'il y a aussi d'autres personnes, comme toutes les personnes en fait, des gosses, des copywriters, etc. Donc, j'espère avoir la chance bientôt d'en avoir plein qui vont prendre la parole. Ça dure une demi-heure, parfois plus. Donc, ceux qui veulent rester, ben, restent. Ceux qui ne peuvent pas, ils partent. De toute façon, il y a le replay après, donc ça reste pratique. Et bien évidemment, c'est plusieurs fois par an. Ben, aujourd'hui, en fait, je reçois donc Billy Media Press, donc mon amie Julie Catrome, qui va nous parler, en fait, je ne sais pas si c'est réellement des tendances, en tous les cas, de ce qui se fait à l'heure actuelle, de ce euh, pourquoi elle peut nous aider, en fait, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours un réflexe, en fait, presse, et on ne pense pas toujours à presse digitale, puisqu'on l'a vu ensemble là, il n'y a pas longtemps sur un des appels d'offres sur lequel je suis et qui est toujours en cours, pour info. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toujours pas mal de choses à faire. Et c'est pour ça que parfois, il faut frapper à une porte et laisser l'expert, en fait, dévoiler d'autres possibilités. On l'a vu la dernière fois, en fait, avec Yannick. Aujourd'hui, on peut faire de la télé même ciblée. Pour les gens qui ne le savent pas, on peut faire en fait du billboard, on peut faire plein de choses. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir 800 000 euros de budget en fait télé, plus après la prod. On peut avoir en fait des choses entre 5, 10 K. Voilà, donc il y a des choses réalisables. Donc voilà.
Donc, alors, mon activité. Mon activité, c'est quoi le marketing 360? Ben, c'est simple. Pourquoi The Connection? C'est pas pour rien. En fait, je connecte la marque avec sa cible sur tous les points de contact, que ce soit canaux de communication, canaux de distribution. Donc, ça va du street marketing, un leaflet distribué dans une rue, je ne sais pas moi, avec accompagné peut-être un objet publicitaire, une dégustation. Ça peut être en fait en digital, via un site internet, par le biais du social media aujourd'hui. En fait, la plupart des marques, on va dire, tout le monde s'y met maintenant. En fait, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Alors, on ne vend pas directement, mais ça y aide. Ça peut être aussi une présence à l'esprit, en fait, pour marteler comme ça un peu plus chaque jour et se faire connaître. Et c'est aussi du mailing, de l'emailing. Voilà, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a plein. Et l'omnicanal, c'est quoi? C'est surtout le fait que tout soit interconnecté. Voilà. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. J'en parlerai dans, 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 dans une de mes expériences clients, puisque je m'amuse à faire ça maintenant, à raconter mes propres histoires. C'est bien aussi de voir, en fait, comment moi, en tant que cliente, je perçois les choses, même si c'est mon métier. Et du coup, ouais, c'est assez problématique. Si vous avez une carte de fidélité et que derrière, on ne vous a pas encore mis vos points dessus ou, je ne sais pas, votre cagnotte, et que derrière, vous allez en magasin et qu'il n'y a pas l'information qu'il faut. Donc, c'est embêtant. Voilà. Donc, voilà, j'avais fait un post à l'époque, au mois de février l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, au moment du lancement. Donc, je pense que je serai amenée à refaire des choses, en fait, en ce sens pour expliquer ce que je fais, parce que je pense que pour certains, ça reste, en fait, encore un jargon pas très commun. Et puis, à venir, de toute façon, j'ai prévu un post qui expliquera en fait toute mon expertise et ce pourquoi je peux aider les gens. En fait, donc c'est bien évidemment sur mon profil LinkedIn, mais donc je peux intervenir en fait sur divers domaines, puisqu'on le sait qu'entre les sales et le marketing, il n'y a qu'un pas. Et moi, je viens du monde des sales, même si les gens ne le savent pas, parce que j'ai démarré à l'âge de 15 ans dans la vente. Virginie le sait. J'ai d'abord vendu de la lingerie, mais j'ai fait d'autres choses entre-temps. Et après, je suis devenue, en fait, le marketing. On est aussi commercial quand on est dans le marketing. Mm. Je n'étais pas au business développement, mais maintenant, comment dire, de vendre d'autres choses à un client, ça restait dans ma partie, puisque chaque commercial, en fait, gère ses propres clients. Voilà. Donc, je vous ai déjà dévoilé plein de choses. Pour l'agenda, on est donc le 16 février avec Johan Martin d'Influence Emploi. On sera ensuite dans le domaine du développement personnel le 16 mars avec Aurélia Tahar Khalifa de Anava Coaching. Et ensuite, en avril, je n'ai pas encore fixé de date, on sera avec mon partenaire depuis plus de 18 ans, donc Yann Guenoun de Nouvelle Vision, ou peut-être quelqu'un de son équipe, ou ses équipes, je ne sais pas encore. Et je cherche toujours du monde. Donc, j'ai mis comme ça des choses, mais qui sont absolument pas figées. Je cherche des gens, en fait, dans plein de domaines. Et bien évidemment, Virginie, tu es la bienvenue. Si tu as envie de venir parler de ça, voilà, j'en profite en live. Et voilà, parce que c'est bien beau d'avoir des beaux produits, d'avoir aussi des super experts en marketing, d'avoir des super médias. Mais si derrière la force de vente ne suit pas, eh ben, on est mal. Voilà, je pense que ce sont que des choses qui doivent être étroitement liées et avec une bonne communication. Et voilà. Donc, bien évidemment, dès que j'ai des informations, moi, sur plein de choses, en fait, je poste mes events et je ferai mes petits posts comme je fais maintenant. Je pense que ça se voit plus parce qu'on est très, très peu payé, entre guillemets, avec l'algo sur les events. Donc, du coup, c'est hyper bien, en fait, de faire un vrai post et après de repartager, en fait, l'event avec un lien parce que sinon, l'algo, je sais pas, je crois que le maxi, c'est 1000 vues qu'on puisse avoir avec un event. Voilà. Donc, moi, je vais laisser la parole à notre ami qui va nous parler de son expertise, de sa société, de sa ou ses sociétés, parce que je crois que tu as plusieurs casquettes. Et ensuite, les questions seront au fil de l'eau, comme on a dit. Voilà, moi, je sors de tout ça et j'arrête le partage et je te laisse la main. Voilà. Super. Merci beaucoup Delphine de m'avoir invitée. Merci à vous d'être là. Je vais partager mon écran si ça fonctionne. Vous allez me dire ça.
Vous voyez mon écran. Ouais. Super, je vais me mettre un peu sur la droite. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment développer sa notoriété. Donc, en 2023, avec un petit overview sur la presse, qui est notre cœur de métier. Aujourd'hui, chez Bing Media, donc, on est une agence de communication et de presse. Donc, en fait, on accompagne nos clients dans leur stratégie de notoriété pour les aider à mieux se faire connaître auprès de potentiels clients, du grand public, de leur secteur. Et on le fait via 3 différentes verticales. La première, c'est la partie réseaux sociaux, donc accompagnement à la création de contenu. Il y a des collaborations avec des créateurs et des leaders d'opinion. On a la partie événementielle pour faire apparaître nos clients lors d'événements, de conférences, pour faire valoir leur voix. Et la partie presse, du coup, qui est notre cœur de métier pour faire des apparitions médiatiques en fonction des projets de nos clients. Donc, ça fait 3 ans qu'on existe. On était à la base très sectorisé sur la presse. Et après, au fur et à mesure des besoins de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'intégrer plus de verticales et d'être du coup sur ces différents canaux en même temps pour pouvoir mieux accompagner nos clients dans leur stratégie de notoriété. Donc, pour commencer, faire un petit point différenciant entre la notoriété et la réputation, parce que c'est 2 termes qui peuvent être un peu flous et qui des fois sont assez confondus. Donc, la notoriété pour une entreprise, c'est le niveau de connaissance qu'a le public de votre entreprise. Donc, à quel point celle-ci est connue par un large panel de personnes. Et en marketing, on distingue 3 niveaux de notoriété. Le premier, c'est la notoriété assistée. Donc, c'est le fait de reconnaître votre entreprise dans une liste. Donc, par exemple, on va prendre un échantillon test de personnes, on va leur pousser une liste d'entreprises et on va leur demander s'ils connaissent votre entreprise ou votre marque ou non. Donc, ça, c'est la notoriété assistée. Le niveau intermédiaire, c'est la notoriété spontanée. Donc, c'est le fait pour l'échantillon test de mentionner spontanément votre marque. Quand, par exemple, on va leur dire de citer les entreprises qui font des boissons soda, par exemple. Est-ce qu'ils vont citer votre marque spontanément ou non? Et ensuite, le dernier niveau, c'est la notoriété top of mind, donc la notoriété que tout le monde veut obtenir. Et c'est le fait d'être cité en premier. Donc, par exemple, sur l'échantillon test, quand on leur demande de citer des marques de soda, quelle va être la première marque qui va être citée en premier? Et si c'est la vôtre, on dit que vous avez une notoriété top of mind. La réputation, c'est plus sur l'aspect de qualité. Donc, en fait, c'est la manière dont votre entreprise est perçue et le sentiment qu'elle inspire, s'il est plutôt positif ou négatif. Donc, c'est un processus qui se bâtit sur le long terme, parce qu'on ne se construit pas une réputation en quelques mois, c'est vraiment un processus de plusieurs années. Et l'élément clé de la réputation, pour moi, c'est vos clients. Donc, la satisfaction de vos clients, la qualité de vos offres et de vos services, comment vous fidélisez, comment vous faites en sorte que vos clients soient satisfaits, de sorte à ce qu'un jour, ils puissent devenir les ambassadeurs de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé de là où part la réputation. Et la réputation, elle est à distinguer aussi de l'image de marque. L'image de marque, c'est tous les éléments que vous allez partager au public et par lesquels ils vont identifier votre entreprise. Donc, ça peut être vos offres et vos services, votre Les valeurs. votre identité visuelle, le branding et la communication. Et il y a 3 aussi niveaux à ce niveau-là. Donc, il y a l'image voulue. Donc, ça, c'est l'image de marque que veut partager l'entreprise. Il y a l'image perçue, qui est la réelle image du coup qu'a le public sur votre entreprise. Et il y a l'image vraie. Donc, ça, c'est vraiment les forces et faiblesses internes de votre entreprise, qui est généralement connue uniquement par les personnes qui travaillent en interne, donc les fondateurs, les employés, les collaborateurs, etc. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la presse et les médias, donc aujourd'hui, quels sont les objectifs et les résultats qu'on peut attendre avec la presse? Alors, le premier point important à connaître, parce que j'ai beaucoup de clients qui, des fois, me contactent et me disent quel est le retour sur investissement que je vais pouvoir avoir avec la presse à court terme, ou combien de prospects vont me contacter après avoir fait 3 articles. 3000. Voilà, c'est ça, 3 000, même 30 000. Même plus. C'est ça. Donc, Comment ça, 3000 pour temps investi? C'est pas possible. oui, c'est ça. Non, non, c'est clair. Mais il faut bien comprendre du coup que la presse, c'est un processus à long terme. Donc, si vous êtes dans une optique de générer des prospects rapidement, d'avoir un retour sur investissement rapidement, il ne faut pas faire de la presse parce que ça va vraiment être sur du long terme et vous n'allez pas dégager un retour sur investissement tout de suite après les premières apparitions médiatiques. En fait, la presse, ce n'est pas un levier d'acquisition de clients, mais c'est un levier de conversion.
Pourquoi? Parce que vous allez acquérir de la crédibilité en passant dans les médias, donc en profitant de leur figure d'autorité, et ça va vous permettre de faciliter l'approche avec vos prospects et d'améliorer aussi votre taux de conversion. Pourquoi? Parce que quand vous faites des apparitions médiatiques, demain, vous êtes en affaire avec un prospect, il va se renseigner sur votre entreprise, sur Google généralement, et du coup, il va tomber sur ces apparitions médiatiques et ça va augmenter le capital confiance qu'il a envers votre entreprise. Donc, qui permettra de peut-être plus favoriser votre entreprise par rapport à un concurrent qui n'a pas d'apparition médiatique et qui n'a pas cette crédibilité-là. Ça vous permet aussi de pouvoir partager des nouvelles de votre entreprise, soutenir un lancement produit et travailler votre image de marque parce que vous allez pouvoir partager votre positionnement dans les médias, les éléments différenciants. Et quand on parle aussi de crédibilité, d'autorité, ça peut aussi vous permettre de faciliter le recrutement, donc d'avoir certains talents qui sont excellents, qui vont favoriser votre entreprise parce que vous avez cette crédibilité-là par rapport à d'autres entreprises. Ça va aussi rassurer les investisseurs, donc ça peut favoriser des demandes de financement et ça va aussi beaucoup améliorer votre référencement naturel, donc votre position sur Google. Pourquoi? Parce qu'il y a deux critères qui sont très importants dans le SEO. Il y a la quantité de backlink, donc en fait, c'est le nombre de sites qui ont des liens qui pointent directement vers votre site Internet, et la qualité également de ces backlinks. Donc la qualité des sites, le niveau d'autorité qui est accordé par Google, le niveau de confiance qui est accordé par Google à ce site-là, et du coup, qui va vous permettre d'améliorer aussi votre référencement. Si vous avez, par exemple, un article digital qui contient un lien vers votre site Internet. Aujourd'hui, il y a deux processus différents pour apparaître dans les médias. Donc, le processus classique, c'est le processus de relation presse. Donc, celui-là, c'est vraiment le plus utilisé. C'est le fait de travailler avec les journalistes. Donc, dans ce processus-là, ce qui se passe généralement, soit vous avez un peu de notoriété, on a parlé de vous et les journalistes vont venir directement vers vous pour vous proposer de passer dans les médias et ça, c'est vraiment le top pour vous. Soit vous allez devoir faire la démarche inverse et aller vers eux en construisant un communiqué de presse, donc un document qui va partager les nouvelles de votre entreprise, qui va la présenter sous différents angles. Vous allez devoir donc cibler les médias dans lesquels vous voulez apparaître et du coup les journalistes à cibler dans ces médias en faisant attention du coup au secteur de ces journalistes parce que par exemple chez les gros médias, il y a tout plein de journalistes et ils ont chacun un secteur précis. Et du coup, vous allez leur partager le communiqué de presse et en fonction de l'attrait par rapport à votre sujet, des temps forts de l'année, des sujets du moment dans les médias, ils vont produire un contenu sur votre entreprise ou non. L'avantage aussi, c'est que du coup, quand vous travaillez en RP, vous ne payez pas, en fait, bon, à part le temps passé, évidemment, sur le communiqué de presse ou si vous travaillez avec une agence RP ou un attaché de presse, mais le journaliste ne vous demandera jamais de payer pour un article dans les médias. Par contre, les inconvénients, à contrario, c'est que c'est un processus qui est très long et peu contrôlable parce qu'on ne sait pas si on va être publié, on ne sait pas quand, donc il n'y a pas de garantie de retour de la part des journalistes. Il faut bien avoir conscience que sur les plus gros médias, donc les plus grosses figures médiatiques, par exemple en France, les journalistes peuvent recevoir entre 150 et 300 communiqués de presse par jour, par email. Donc, du coup, c'est très compliqué d'être en haut de la liste et d'être remarqué par ces journalistes-là. Et si vous avez peu de notoriété, ça peut être très long, voire ne pas avoir de retour à ce niveau-là. Le troisième inconvénient, c'est que le message qui va être partagé dans les médias n'est pas contrôlé. Donc, le journaliste va se baser sur le communiqué de presse que vous aurez établi pour du coup produire son contenu, mais vous n'avez pas de vrai droit de regard ou de modification sur ce qui va Surprise du chef. C'est ça, en fait, le journaliste est responsable du contenu qu'il va produire et comme vous ne payez pas, c'est lui le seul responsable. Vous ne pouvez pas lui demander évidemment de modifier ce paragraphe-là pour plus axer sur tel ou tel sujet. C'est vraiment lui qui est responsable de son contenu. Le deuxième processus, c'est le brand content. Donc, en fait, c'est de la publicité dans les médias. Donc, aujourd'hui, vous pouvez tout simplement payer des apparitions dans les médias qui vont avoir les mêmes architectures qu'un article de presse basique ou qu'une émission TV basique. Juste la principale différence, c'est que du coup, le média va vous demander, ou la régie publicitaire va vous demander un budget pour pouvoir apparaître. C'est vraiment de la publicité.
L'avantage, c'est que vous avez une garantie de retour parce que du coup, soit le média va vous dire oui ou vous dire non, mais vous saurez du coup si vous allez être publié ou non. Le message est contrôlé à 100% parce que donc, soit le média rédige l'article, soit vous vous occupez de la rédaction à 100%. Mais dans tous les cas, vu que vous payez, vous avez un droit de regard et de modification. Donc, vous contrôlez à 100% ce qui va être partagé sur votre entreprise dans les médias. Le troisième avantage, c'est que ça permet un accès facilité aux petites entreprises qui ont, par exemple, peu de notoriété et qui auraient du mal à apparaître dans les médias avec un processus classique de relations presse. En payant, évidemment, vous avez plus de chances d'être dans les médias et ça vous permet d'avoir cet accès facilité. Le quatrième avantage, c'est la rapidité parce qu'évidemment, on contrôle le processus. Donc, on a des délais de publication. Le média vous fait un retour rapide s'il est OK pour publier votre sujet ou non. Et c'est pas et vous n'avez pas de garantie de retour. L'inconvénient, évidemment, c'est que ce sont toujours des apparitions payantes, donc ça va vous demander un budget, et que sur certains contenus, donc la majorité et surtout dans les grosses figures médiatiques, vous aurez toujours une mention partenaire sur les contenus. Donc, par exemple, sur un article digital, vous aurez une mention contenu proposé par telle entreprise, contenu sponsorisé, chose que vous n'aurez pas avec les relations presse. Donc ça, c'est vraiment les deux processus que vous avez aujourd'hui et vers lesquels vous pouvez vous tourner en fonction de vos objectifs, en fonction de votre budget, de votre niveau de notoriété. Comment bien cibler les médias dans lesquels apparaître? Donc, les deux premières choses importantes, ça va être de vraiment définir vos objectifs avec la presse. Donc, est-ce que je veux, par exemple, améliorer mon SEO, mon référencement naturel? Est-ce que je veux avoir de la crédibilité, faciliter mon approche de prospect, faciliter, améliorer mon taux de conversion? Et du coup, pour pouvoir bien définir votre stratégie derrière et les médias que vous allez cibler. Le deuxième point important, c'est votre budget, parce que des fois, j'ai des clients qui peuvent venir me voir, qui veulent passer dans les plus gros médias français, mais qui ont des petits budgets. Donc, malheureusement, effectivement, là, on est obligé de partir sur des médias qui sont un peu moins connus, qui ont un peu moins de notoriété. De manière générale, vous pouvez accéder en brand content aux petits médias et aux médias de notoriété intermédiaire pour un budget inférieur à 1 000 €. Par contre, pour les médias top tier, donc vraiment ceux qui ont le plus de notoriété en France, il faudra compter un budget à partir de 2 000 € pour un article digital. Pour comparer les médias et du coup faire votre choix quand vous faites du brand content, il faut toujours demander les KPIs du média, donc le nombre de visites mensuelles du média, les métriques SEO qui sont en capacité de vous fournir, des informations sur l'audience, donc les données démographiques, l'âge de la cible, le pourcentage homme-femme, etc., pour être sûr que ça va être le bon ciblage et la bonne audience pour vous. La durée de l'article, parce qu'il faut savoir qu'en brand content, dans la majorité des cas, on est sur des contenus qui sont pas limités dans le temps, donc avec une durée de vie illimitée. Mais sur certaines offres, parfois, vous pouvez avoir des articles qui seront disponibles sur le site du média uniquement pendant 12 mois, 15 mois, 2 ans. Donc ça, il faut bien demander pour être sûr que ça vous convienne. Et également la durée du lien que vous allez, donc du backlink que vous allez mettre dans l'article. Parce que parfois, vous pouvez avoir une durée de vie de l'article qui va être illimitée, mais par contre, le lien va être enlevé au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça, il faut bien le demander. Si vous êtes dans un objectif SEO, s'assurer que le backlink qui sera fait dans l'article digital soit en do-follow. Donc en fait, quand vous intégrez un backlink sur un site internet, vous avez deux possibilités. Soit il est en do-follow, soit il est en no-follow. S'il est en no-follow, ça veut dire qu'on indique au moteur de recherche de ne pas prendre en compte ce lien-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura aucun impact sur votre référencement naturel. Donc, le lien, au niveau de comment il va apparaître dans l'article, ça ne changera rien de manière visuelle. Par contre, il ne sera pas pris en compte par les moteurs de recherche. Donc, si vous êtes sur du référencement naturel, ce sera un lien en do-follow et vous pourrez profiter de ce référencement naturel. Souvent, il y a différentes offres avec les médias. Ils font souvent soit le do-follow, soit le no-follow. Et évidemment, si on est sur du do-follow, le budget va être un peu plus important pour avoir cette possibilité-là. Demandez également qui s'occupe de la rédaction. Donc, est-ce qu'elle est inclue du côté du média dans le budget ou est-ce que vous allez devoir vous en occuper?
la catégorie de publication et également comment va apparaître la mention sponsorisée pour être sûr que ça vous convienne. Des fois, c'est plus ou moins mis en avant par les médias, donc n'hésitez pas également à demander. Vous pouvez demander aux médias aussi s'il y a une médiatisation qui est prévue avec votre apparition. Par exemple, si vous faites un article digital, vous pouvez aussi négocier des offres pour un tout petit peu de budget en plus auprès du média avec, par exemple, du display. Donc, c'est le fait d'avoir un encart publicitaire sur le site du média. Donc, une bannière, par exemple, qui va soit rediriger sur l'article, soit rediriger vers votre site Internet. Vous pouvez avoir un relais de l'article sur la page d'accueil du média ou sur leurs réseaux sociaux. Donc, ça, tout simplement, ça va vous permettre d'avoir plus de visites sur votre article. Un relais également en newsletter et il y a certains médias aussi qui s'engagent sur des garanties de visite ou de clics sortants sur votre site Internet. Donc ça peut être aussi intéressant dans certaines offres. Donc n'hésitez pas à demander toute l'étendue de ce que peut vous proposer le média parce que parfois vous pourrez avoir des médiatisations supplémentaires pour un tarif qui est intéressant à ce niveau-là. Donc, voilà tout ce que vous devez demander aux médias. Et une fois que vous avez toutes ces informations sur les médias que vous avez demandé, vous êtes en capacité de faire votre choix en comparant du coup ces différentes métriques et ces différentes conditions de publication. Alors, quel format vous pouvez aujourd'hui avoir dans les médias? Donc, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. J'ai mis les formats les plus communs. Donc, la télévision, qui est évidemment le format médiatique qui vous apporte la plus forte visibilité et la plus forte autorité par rapport à tous les autres formats. Par contre, évidemment, comme vous en doutez, c'est le format qui va demander le plus gros budget par rapport à d'autres formats comme émission digitale ou comme de l'article print. L'émission digitale, c'est, si vous voulez, un format un peu intermédiaire avec la TV. C'est le fait d'aller tourner une émission en fait, dans les studios du média. Par contre, celle-ci ne passera pas à la télévision, mais elle sera publiée en fait, sur le site du média avec un article accompagnant. Et c'est des formats qui sont moins chers, évidemment, que de passer réellement à la TV. Donc, ça peut être un bon entre-deux si vous avez un budget qui est un peu moins important, mais que vous voulez quand même avoir ce support vidéo avec les médias. La radio, ça peut être intéressant en fonction de l'audience, évidemment, du média. Donc, sur certains objectifs, ça peut être intéressant comme sur un lancement de produit. Par contre, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille d'entrée de jeu pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de durée de votre apparition. Donc, une fois que vous avez fait votre apparition à la radio, vous n'avez pas de traces sur le site Internet, à part si quelqu'un visionne le replay de l'émission. Vous n'aurez pas de durée de votre apparition du coup dans le temps. Donc, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Au niveau des articles de presse que vous pouvez faire, vous avez les articles print, évidemment, donc dans les revues physiques, et les articles digitaux donc, qui sont disponibles sur Internet. Le print peut être intéressant dans certains objectifs parce que ça apporte plus de crédibilité qu'un article digital. Par contre, encore une fois que vous avez fait votre article dans le média, si par exemple c'est un hebdomadaire, une fois que la semaine est passée et qu'il a été acheté, vous n'avez pas de traces sur Internet de cette apparition que vous avez faite. Donc, il y a moins de couverture, donc de reach en fait, que l'article digital. Et surtout, il n'est pas retrouvable derrière par vos prospects, par les personnes qui vont faire des recherches sur votre entreprise. Donc, c'est pour ça que nous, on pousse toujours, dans la majorité des cas, à faire des articles digitaux qu'on va pouvoir retrouver sur Internet face à l'article print. Le display, comme je vous indiquais, ça va être un bon support pour faire de l'acquisition de trafic. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est le fait d'avoir des encarts publicitaires sur les sites des médias. Donc, il y a différents formats. Et la bannière ou l'habillage que vous allez faire avec le média peut rediriger soit sur un article de presse, soit sur votre site Internet. Et ensuite, vous avez également l'aspect réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux avec les médias, moi, je vous les conseille seulement pour un relais d'articles. Donc, c'est-à-dire que vous faites un article digital et il va être relayé sur les réseaux sociaux. Il y a certains médias qui proposent uniquement de faire un petit post sur les réseaux sociaux. En fonction du média, je ne vous conseille pas forcément parce que souvent, par exemple, sur les grosses figures médiatiques,
Les réseaux sociaux des médias sont très peu suivis, il y a peu d'engagement. Donc, c'est intéressant pour avoir plus de visites sur un article de presse, mais pas pour mettre en avant votre entreprise sur un seul support sans article derrière, parce que vous aurez très peu de retours par rapport à ça. Comment mesurer votre performance médiatique? Parce que c'est une chose qui est assez compliquée. On ne connaît pas forcément tous les indicateurs qu'on peut suivre. Le premier indicateur, c'est la part de voix. En fait, c'est comme la part de marché, mais à l'échelle médiatique. Donc, c'est votre couverture médiatique par rapport aux concurrents. C'est quelque chose qui est assez compliqué à estimer si vous n'avez pas d'outils de veille média. Mais ce que vous pouvez faire pour vous donner une idée sur votre part de voix, c'est utiliser un petit outil gratuit qui vous donne une période d'essai, comme par exemple mention, et qui va aller du coup référencer toutes les mentions de votre entreprise dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez comparer avec vos concurrents pour avoir une petite idée de où à vos concurrents. Vous gardez également l'engagement sur les réseaux sociaux au fur et à mesure de vos apparitions médiatiques. Est-ce que vous voyez qu'il y a un peu plus d'engagement sur vos réseaux une fois que vous apparaissez dans la presse, qui vous donne une bonne indication sur l'intérêt du coup de vos apparitions médiatiques auprès du public? Les partages de vos apparitions sur les réseaux sociaux, qui vous donnent aussi des indications sur la pertinence du message que vous partagez du coup dans la presse, et de l'intérêt du coup que ça a généré auprès de l'audience, le volume de recherche sur le nom de votre entreprise, donc à voir s'il a évolué grâce aux apparitions médiatiques, ce qui montre que du coup il y a un intérêt sur les médias que vous sollicitez, sur les messages que vous partagez. Évidemment, le trafic sur votre site internet, si vous avez un backlink dans un article digital avec un média, est-ce que ça vous a apporté du trafic, ce qui vous donnera des bonnes indications sur le bon ciblage du média et pareil, la pertinence de votre message. L'autorité de votre domaine que vous pouvez aller voir gratuitement sur le site Moz. Donc, en fait, Moz qui propose des solutions pour le SEO. Et en fait, c'est eux qui ont créé cet indicateur. Donc, évidemment, ce n'est pas un indicateur exact. C'est un score, en fait, sur 100 qui mesure le niveau de confiance qu'accorde Google à votre site Internet par rapport à vos concurrents. Donc, vous pouvez comparer, et vous aurez également cette métrique-là si vous la demandez aux médias. Donc, vous pouvez voir facilement si ça vous permet d'améliorer votre référencement ou non. Mais on garde bien à l'esprit que, évidemment, ce n'est pas un indicateur exact, parce que ce n'est pas un indicateur qui est produit par Google, mais c'est simplement une estimation. Et ensuite, le nombre de visites sur l'article. Donc, ça, c'est en fonction de ce que vous allez négocier avec le média, parce qu'ils ne vont pas forcément toujours vous communiquer le nombre de visites sur l'article. Par contre, je vous conseille toujours de le négocier à l'avance, de demander si ça sera possible, avant de vous engager sur une apparition, de pouvoir avoir cette information-là pour savoir si ça vaut le coup de continuer à travailler avec ce média ou si vous allez favoriser d'autres solutions. Voilà, c'était ma dernière slide. Je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus particulières sur tout ça. Moi, j'avais juste une petite précision, Oui. parce que tu n'en as pas parlé et je l'ai fait. On peut aussi avoir un display en fait sur n'importe quel site internet et ne pas forcément en fait renvoyer sur un article ou sur le site, mais tout simplement sur une page, comme un bon de réduction par exemple, à imprimer. Voilà. Moi, je l'avais fait pour une grande marque il y a quelques années, hein. Et derrière, en fait, j'avais un display animé, hein. Et du coup, derrière, les gens cliquaient et pouvaient imprimer un BR. Voilà. Oui, tout à fait. Le display, vous pouvez le faire sur n'importe quel site, hein. Ce n'est pas uniquement dédié aux médias. Après, l'avantage quand on fait du display avec les médias, c'est qu'évidemment, on profite aussi de leur crédibilité du fait d'être associé à cette figure-là. Mais c'est évidemment un format que vous pouvez faire sur Moi, n'importe j'étais sur un grand média, j'étais sur MSN. Ok. Donc, forcément, pour une marque alimentaire, c'était pertinent. Mais après, c'est vrai que ça reste une aventure. Voilà, ça reste une aventure parce que tu restes loin du magasin, quoi qu'il en soit. Non, mais le display, c'est intéressant dans Ouais, ouais. l'acquisition du trafic. Après, si c'est vraiment pour faire de la crédibilité, il vaut mieux privilégier d'autres supports que le display.
Après, même en auto, hein, c'est pas mal. C'est pas Même mal. en quoi? En auto? Ouais, en notoriété aussi. Mais souvent, en fait, le but vraiment du display, c'est d'acquérir du trafic. Donc, si on n'est pas dans cette optique-là et qu'on veut juste, par exemple, améliorer son taux de conversion, avoir plus de crédibilité par rapport aux prospects parce qu'on a des apparitions médiatiques, souvent, ça sera beaucoup moins cher de faire un article dans les médias que de faire un display avec les médias, qui sont souvent sur des contrats de minimum 2 semaines à un mois de display. Et en fonction des médias, parce qu'ils ont chacun leur propre Tâcher. flux, ça peut être souvent plus cher en fait que faire un article avec eux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la presse du coup pour vos activités ou si vous l'avez si vous avez déjà eu envie de faire de la presse à ce niveau-là. Non, moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Non, non. Dans tous les cas, la presse, moi je vous conseille, il ne faut pas, quand vous cherchez à développer votre notoriété, ça ne peut pas être le seul levier que vous allez du coup engager. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste en faisant de la presse que vous allez acquérir de la notoriété, ça passe aussi par les réseaux sociaux, ça passe aussi par des collaborations avec des créateurs de contenu, donc même des leaders d'opinion que vous avez sur LinkedIn. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir favoriser tous ces leviers-là et pas de se concentrer uniquement sur un levier. On est d'accord. D'où Donc, l'intérêt de l'omnicanal. il faut être sur Ouais, c'est ça. tous les canaux. Moi, j'ai l'impression, je sais pas si on m'entend. Oui, oui. Ouais, j'ai l'impression aussi que des fois, dès qu'on veut faire un article dans la presse, ça, quand même, je trouve que ça garde quand même une image assez belle, assez importante et qu'on attend toujours un résultat assez rapide. Et la plupart du temps, ça dépend effectivement du média qui va être choisi, mais parfois, par rapport au média choisi, le résultat n'est pas là aussi parce que c'est un petit peu noyé parmi les autres articles. J'avais eu l'expérience dans un secteur différent qui est l'expertise comptable, où effectivement l'entreprise souhaitait communiquer dessus, mais au final, même si c'était sur un média spécialisé, ça restait, je trouvais, noyé dans la masse. Donc forcément, je trouve que le ratio entre l'argent dépensé et les résultats, encore une fois, c'est surtout la régularité, à mon avis, la constance dans la visibilité. Et comme tu dis, Delphine, par rapport à l'omnicanalité, si je peux dire comme ça, Mhm. qui est très, très importante. C'est toujours vrai, j'ai toujours l'impression que la relation presse, c'est comme beaucoup de choses, c'est des petites choses normalement, qui viennent s'imbriquer et on a tendance à oublier. Et souvent, c'est plus des briques qui sont posées, éparpillées, mais il n'y a rien Non. pour construire Bah, il faut lier, il faut connecter. Exactement. Il faut justement qu'il y ait Exactement. un lien entre tous ces canaux. Et c'est pour ça qu'en fait, de toute façon, quand on a fait l'événement de The Connection en fait, avec même Web Mécanique, ils te disent, en fait, tu peux pas faire simplement de l'automation. En fait, l'automation, tu le fais, mais tu le fais aussi en fait avec peut-être une action en magasin, si tu es vendu en magasin, bien évidemment. Tu vas faire quelque chose sur ton site internet si tu es en e-commerce, par exemple. Tu vas faire peut-être du print. Donc, du print, on englobe dans le print, en fait, pas que la presse, mais on englobe aussi l'affichage, en fait, ceux qui ont les moyens, bien évidemment. Après, et encore, il y a des solutions maintenant qui sont bien moins chères qu'avant. Voilà, on n'est pas obligé d'être en 4x3. Il y a des abribus, il y a plein de façons. Il y a aussi, on n'en parle pas, je ferais bien en parler, voilà, ça me revient. Il y a aussi tout ce qui est cover. Voilà, quand on est dans des grandes villes, on peut aussi se dire, bah voilà, je fais une cover en fait sur tous les taxis. Allez, soyons fous, et pour montrer ma marque. Mais c'est vrai que tout s'imbrique en fait dans un plan d'actions. Voilà, c'est pas une action, voilà, il faut qu'il y ait un plan avec une vraie stratégie. Et du coup, bah, on fait pas tout au même moment. C'est ce que j'explique souvent en fait quand j'écris qu'il faut avoir 2 temps. C'est bien d'avoir 2 temps parce que ça te permet de tester, voilà, post-tester, de voir ce qui a marché, pas marché, de faire des réglages, pas de jeter l'argent et sans avoir fait des choses, voilà. Et parce qu'après, c'est tout refaire. C'est ce que j'expliquais un jour. J'ai travaillé pour un client en fait dans la cosméto il y a des années. Donc c'est déjà une marque existante qui a lancé un produit. Ils n'ont pas voulu tester le nom du produit.
Bon, peut-être qu'aujourd'hui, il parlerait. En tous les cas, le nom n'a pas plu. Et résultat des courses, N+1, tu changes tous tes packaging, tu refais toutes tes PLV. Alors, il se trouve qu'on avait des PLV qui étaient standards à l'époque. Donc, si la force de vente, en fait, et après, les chefs de rayon font attention quand tu es en TG, enfin, en tête de gondole. Donc, vous savez, c'est les fameux, en fait, meubles qui sont au bout des rayons, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon. Du coup, si c'est des choses standards et que les gens en prennent soin, en fait, tu peux les garder facilement 1 an ou 2 ans. Là, il fallait tout rechanger. Et donc, c'est dommage de ne pas avoir dépensé peut-être quelques milliers, on se parle de petits milliers d'euros, quoi, vraiment, plutôt que de tout refaire. C'est vraiment dommage, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que ça ne s'improvise pas. Après, comme de toute façon, Julie le dira, c'est du test and learn. On essaye, voilà. Mais c'est clair qu'on ne peut pas dire, allez, vas-y, je prends tout mon fric et je mets, comme au casino, et je mets tout sur la presse. C'est impossible, quoi. C'est juste, il faut doser et voir, en fait. Et c'est vrai que c'est du sur-mesure, marque par marque. Moi, c'est ce que je fais. En fait, il y a des choses que je ne vais jamais proposer à des gens. C'est même pas une histoire, en fait, de budget. C'est une histoire de pertinence, en fait. Si c'est quelqu'un qui est en B2B, aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas ce que je pourrais lui proposer en télé. Je ne vois pas. Je ne vois pas, en fait, l'intérêt, même en télé segmentée, je ne vois pas comment on pourrait se dire, tiens, on va essayer de trouver tous les gens qui sont dans le domaine en B2B, en fait, dans ce quartier. C'est impossible. Donc, mais bon. Donc, voilà, c'est vrai que tout est stratégique et moi, je l'explique, en fait, en sur-mesure. Voilà. Donc, avec de la presse, on peut coupler du SMS, on peut coupler du mailing, de l'emailing, de la radio, après, de la télé. Voilà, après, c'est du cas par cas. Il faut voir en fait qui on est, quel est le budget, comment on va fragmenter les opérations sur l'année pour que ça soit pertinent. Parce que le but, c'est pas de prendre la parole même parfois que 2 fois. Parfois, il vaut mieux le faire sur plusieurs fois. Et après, ça peut être aussi, lié forcément à votre consommation. Moi, j'ai travaillé pour de la viande et de la viande de veau. Du coup, ils avaient décidé de prendre la parole, en fait, forcément, en fait, pour l'agneau pascal. Le veau, pardon, pour la Pentecôte. Et du coup, on était aussi à la rentrée parce qu'ils s'étaient rendu compte, en fait, que c'était la période, en fait, où ils avaient envie qu'on consomme, en fait, cette viande. Et c'est vrai qu'après, c'est pas, il y a des produits qui ne sont pas consommés toute l'année. Il y a des gens, ils vont les consommer. Alors après, aujourd'hui, on ne se parle pas de la vie chère, mais il y a des choses qui ne sont pas consommées toute l'année, comme il y a des gens qui vont en fait, consommer des choses qu'aux fêtes ou à des moments festifs, etc. André, je n'avais pas vu que tu avais levé la main. Ça ne fait que 2 heures, donc il n'y a pas de problème. Ah là là. Sérieux? J'ai pas vu. Julie, merci, merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de relations presse quand j'étais manager d'entreprise jusqu'à directeur général de start-up. J'en ai fait aussi avec une association et au bout de 6 mois, mon trésorier, ne voyant pas assez de résultats, tu as raison, à couper le budget, donc ce n'était pas sympa, mais c'est la vie. Hein. Par rapport à tes cibles actuelles, quels sont quel est le genre de client auquel il est pertinent de te recommander? Alors, tous les clients, donc nous, alors déjà, on n'est pas sur une niche particulière. Donc, nous, on a un catalogue qui est volontairement pensé large pour pouvoir s'adapter aux différents objectifs de nos clients. Donc, on peut accompagner les entreprises, on accompagne également les entrepreneurs en besoin de personal branding. Tout simplement, moi, je vais recommander des personnes qui, évidemment, ne souhaitent pas faire de la presse parce qu'ils veulent en sortir un ROI à court terme. Donc, des entreprises qui ont déjà des clientèles établies ou des entrepreneurs qui ont déjà des clientèles établies et qui veulent aller un peu plus loin en termes de notoriété et de crédibilité pour pouvoir apparaître dans les médias. Mais voilà, comme je le disais, parce que c'est vraiment un point important qu'on a au sein de l'agence, c'est que, et comme tu le disais Delphine, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients, donc c'était un monsieur qui était en levée de fonds
et qui lançait son activité dans l'architecture et qui voulait dépenser 20 000 € dans la presse parce qu'il pensait que ça allait débuter son activité. Et ça, avec ce type de client, on est obligé de leur expliquer qu'effectivement, ce n'est pas du tout le type de résultat qu'ils vont pouvoir attendre avec la presse. Ce monsieur-là, il avait besoin de lancer son activité, d'avoir des clients le plus rapidement possible. Et dans ce cas-là, il ne faut pas se tourner vers le levier de la presse, évidemment. Parce qu'on reste dans la notoriété. On n'est pas là pour faire de l'acquisition de clients ou pour dégager vraiment du ROI à court terme. Sinon, il ne faut pas faire de la presse. C'est qu'on n'a pas la bonne vision des résultats que peuvent apporter la presse. Donc, ce sont, pour répondre à tes questions, des personnes, comme je disais, qui ont déjà des clientèles établies, qui veulent aller plus loin dans leur notoriété et du coup, pour qui on va pouvoir mettre en place des stratégies qui ne vont pas seulement s'axer sur la presse, mais on va pouvoir aussi travailler sur leurs réseaux sociaux et sur la partie événements pour avoir en fait cette présence sur tous ces canaux-là. Et évidemment, il faut qu'ils aient bien à l'esprit qu'on est dans des stratégies long terme. La notoriété, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 3 mois, c'est des processus sur des années entières et avec beaucoup de travail derrière. Donc, il ne faut pas évidemment qu'ils soient dans une optique de résultats rapides où au bout d'un mois, ils vont être connus par tout le monde. Mais pour moi, aujourd'hui, développer sa notoriété, ça reste quand même la meilleure manière de pérenniser en fait son activité. Parce que quand demain, vous avez une belle notoriété, vous avez des clients qui viennent à vous, au bout d'un certain temps, évidemment, parce qu'on est sur du long terme, et des clients qui sont aussi déjà convaincus parce qu'ils ont le sentiment de vous connaître par les apparitions que vous faites et la notoriété que vous développez, et du coup, qui sont beaucoup plus facilement, qu'on peut convertir beaucoup plus facilement. Et ça permet aussi d'avoir plus d'opportunités, donc pas que sur l'aspect client, mais sur tous vos partenaires, sur vos fournisseurs, sur vos investisseurs. Quand demain vous avez une notoriété, ça vous permet de ne pas être soumis en fait à une conjoncture ou au marché, parce que vous resterez quand même, si demain il y a tout le marché qui s'effondre, ce sont ceux qui ont le plus de notoriété, qui sont le plus connus et qui ont les meilleures réputations, qui seront le moins soumis à risque dans ce type de cas. Donc c'est dans ce sens-là. Merci Julie. Est-ce que nous recevrons le PDF de tes slides? On peut. Alors, voilà. Okay, ça m'intéresse pour me souvenir plus facilement de toi. Oui, merci. Avec plaisir. Et merci beaucoup Delphine de m'avoir donné cette opportunité de connaître Julie. J'ai une gentille cliente maintenant, alors je vous embrasse. Merci beaucoup André. À ce soir. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais rajouter, déjà merci pour la présentation, c'était très bien et assez clair. En fait, moi ce que j'ai pu retenir, en fait c'est une stratégie, c'est le fait de vraiment faire un investissement dans le projet qu'on souhaite établir pour se faire connaître en tant que notoriété. Et moi, ce qui m'a capté mon esprit, en fait, c'était de savoir, en fait, ces différentes plateformes médiatiques, comme vous l'avez présenté, ça peut être aussi pour des particuliers, enfin, des personnes qui débutent vraiment dans l'entrepreneuriat. Alors, des personnes qui vraiment débutent dans l'entrepreneuriat, très souvent, elles vont avoir besoin de développer leur clientèle rapidement. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne vais pas conseiller de faire de la presse parce que ça va toujours demander un budget qui est beaucoup plus important que d'autres stratégies de notoriété. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce que je vais plutôt conseiller, c'est de mettre l'accent sur les réseaux sociaux pour se construire des communautés rapidement, pour en fait se faire connaître sans avoir du à mettre dans la presse. Et au fur et à mesure que vous allez du coup acquérir une clientèle, ça sera pertinent à un moment de faire de la presse pour aller plus loin. Mais si vraiment vous vous lancez, vous voulez débuter votre activité et que du coup, comme tout business qui se lance, vous avez besoin de clients le plus rapidement possible, ne faites pas de la presse parce que ça ne vous apportera pas de clients à court terme. C'est vraiment des stratégies long terme et le ROI de la presse se mesure sur le long terme. Donc, il faut partir vers d'autres stratégies qui ne vont pas vous demander de budget, mais qui vont quand même vous permettre de vous faire connaître, comme les réseaux sociaux, comme le fait de collaborer, par exemple, avec des leaders d'opinion, comme on peut le voir sur LinkedIn, faire des podcasts, faire des interviews, parce que vous avez des bonnes relations au niveau des événements aussi. Ouais.
Voilà, et sans impliquer en fait un budget dès le début, parce que quand vous débutez votre activité, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre un budget si vous ne vendez pas déjà. Donc, vraiment se concentrer sur acquérir une clientèle en premier lieu, et vous pouvez le faire via les réseaux sociaux, même si évidemment, là aussi, on est sur du long terme, parce que les réseaux sociaux, ça n'apporte pas des clients dès le premier mois. Mais voilà, pour la notoriété, Je peux le confirmer, hein. pas de la presse, plutôt des réseaux sociaux, plutôt des collaborations gratuites avec d'autres créateurs, par exemple faire des webinars, faire des interviews, faire des conférences, mais pas de la presse qui va impliquer un budget et vous n'aurez pas de ROI à court terme. D'accord, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une petite Oui. question. En fait, j'ai 3 questions sur l'étude de notoriété plus précisément. La première question, c'était à partir de quel moment dans l'histoire ou dans la stratégie d'une entreprise elle doit faire cette étude de notoriété? Ça, c'est ma première question. La deuxième, qu'est-ce que tu dirais à une entreprise qui souhaite elle-même faire son étude de notoriété? J'ai déjà rencontré des entreprises, c'était le cas, qui voulaient se lancer elles-mêmes. Donc, moi, ça me semblait un petit peu particulier quand même. Qu'est-ce que tu leur dirais pour décider en fait de passer par toi? Et la dernière chose, pour l'étude de notoriété, tu as fait mention de deux, trois catégories, si j'ai bien compris, et les fourchettes de prix. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de prix, savoir à peu près à combien ça s'élève pour une entreprise qui souhaite faire une étude de notoriété aujourd'hui? Donc, quand tu dis étude de notoriété, tu parles d'une campagne de presse classique, ou tu parles de mesurer la notoriété? De mesurer la notoriété précisément. Ouais. Alors, mesurer la notoriété, ça va être intéressant dès que le fait d'améliorer, de travailler votre notoriété va s'inscrire dans vos objectifs marketing. Donc, pour pouvoir faire un état des lieux au tout début, avant de mettre en place des actions du coup dans vos stratégies marketing, et au fur et à mesure de ces actions-là, pour du coup mesurer l'évolution de tout ce que vous allez mettre en place et voir ce qui est plus intéressant de développer ou non. Donc, c'est à ce moment-là, donc au tout début et au fur et à mesure que vous faites les apparitions, qu'il faut pouvoir mesurer les évolutions à ce niveau-là. Est-ce que tu peux me répéter les 2 autres questions, s'il te plaît? Oui, écoute, tu as répondu à la première question. Donc après, il y avait la partie financière pour mesurer la notoriété pour une entreprise, combien ça peut coûter, enfin une fourchette aujourd'hui concrètement. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que tu dirais en fait à une société qui souhaite elle-même faire mesurer sa notoriété, ce qui me semble un petit peu bancal comme démarche, mais que j'ai déjà vu dans plusieurs entreprises. Alors, concernant le budget, en fait, tout simplement, ça va dépendre de si on fait son étude soi-même, comme tu l'as dit, ou soit si on passe par un outil, du coup, qui permet de le faire. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Meltwater, donc je ne vais pas forcément conseiller si vous n'avez pas une grosse notoriété, parce qu'en fait, la majorité des indicateurs qui vont vous mettre dedans, vous parleront pas et vous aurez très peu de retours dessus, parce que si vous avez peu d'apparitions médiatiques, ça sera pas pertinent. Mais il y a des outils qui permettent de le faire aujourd'hui. Meltwater, c'est un peu ils sont dans la gamme haute des budgets du coup pour le faire. Donc, je le conseille vraiment à des grosses PME ou des très grands groupes du coup qui ont cet intérêt-là. Parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est autour des 7 000 € par an. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre quand on débute dans la notoriété. Sinon, comme je disais, vous avez des outils gratuits qui vous permettent d'étudier toutes les mentions en fait, qui sont faites sur Internet, dans les médias et sur les réseaux sociaux et qui vous permettent de du coup voir l'évolution, mesurer un peu la part de voix. Mais tout ça, évidemment, si vous ne le faites pas via un outil, ça sera du travail manuel. Ok, Et ça marche. la question, le budget, et tu peux me rappeler? Non, tout simplement savoir, toi, Fourchette. enfin, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'efficace pour une entreprise de faire elle-même, de mesurer elle-même sa notoriété, en fait? Tout dépend effectivement de où elle en est. Si elle débute, évidemment, et qu'elle n'a pas de budget à mettre dedans parce que ce n'est pas une grosse entreprise, évidemment, il vaut mieux suivre ces indicateurs manuellement, en fait, et pas aller encore mettre du budget dans un outil qui va le faire automatiquement.
Si la notoriété est un gros objectif du plan marketing et qu'on a le budget pour le faire, évidemment, là, je conseille de partir vers un outil comme Meltwater qui va aussi vous accompagner sur les indicateurs et pas juste vous fournir la plateforme. Et du coup, qui vous permettra d'avoir des indicateurs, des métriques qui seront beaucoup plus précises et de pouvoir mieux mesurer l'évolution à ce niveau-là. Mais du coup, oui, je conseille, si vous en êtes au début, vous n'avez pas de budget à investir là-dedans parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à payer. Je vous conseille de faire le suivi vous-même, donc via les métriques que j'ai indiquées et en demandant également aux médias de fournir les métriques suite aux apparitions médiatiques pour pouvoir mesurer un peu ce que ça donne. Ok, ça marche. Merci à toi. Je t'en prie. Il y avait une autre question, il me semble, où j'ai peut-être répondu entre-temps. Il y avait le budget, c'est tout. Mais après… Je vois une autre main levée. Ah ouais. Fanta? C'est Fanta, ouais. Oui, bonjour tout le monde. Coucou. Bonjour et merci Julie pour cette belle présentation épurée. Vraiment, merci. Ça apporte plus de précision pour nous qui sommes dans la gestion de projet. Et pour rebondir à la question de, enfin, je n'ai pas noté son prénom, je crois que c'est, non, celle qui vient juste de parler. Virginie. C'est pas Julie, mais l'autre, Virginie, voilà. Et non, mais il y a tellement d'outils maintenant, même étant même auto-entrepreneur, on peut par exemple se faire un SWOT aussi pour voir déjà comment va l'entreprise. Est-ce que par rapport aux forces, aux faiblesses, tout ça, on peut déjà mesurer sa notoriété grâce à ça. Et puis, il y a plein d'outils aussi comme par exemple sur Google. Google propose évidemment des outils, mais je ne me rappelle plus exactement. Je vais voir si je retrouve le nom. Delphine, je vais te l'envoyer pour que tu puisses le… Voilà. Et c'est gratuit, donc tu peux par rapport à ça mesurer ta notoriété. Tu n'as pas vraiment besoin d'investir dans des outils si tu débutes ou soit peut-être voir aussi par rapport à ce que Julie a dit. Si c'est une grosse boîte, d'accord, mais si c'est une toute petite entreprise qui vient juste de démarrer, il y a tellement d'outils maintenant pour se faciliter la vie qu'on peut avoir gratuitement. Donc, voilà, c'était juste ma petite intervention. Après, moi, j'aime bien les micro-trottoirs. Hein. Ça reste… Voilà. Ça reste des trucs pas très chers avec un bon questionnaire. Et je pense que tu peux aussi t'amuser. Bon, après, ça dépend où tu es et qui tu es aussi. Hein. Voilà. Si tu es… Après, il faut oser aussi parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas aller vers les autres. Donc, ça, Ah ouais, mais ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Voilà. C'est une personne ouverte, mais si elle est timide, voilà. Tout dépendra après d'elle. En tout cas, merci bien. Vraiment, merci. Je suis très contente d'avoir participé à… Nous aussi. Nous aussi, voilà. on est contents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter le partage. Oui, j'ai une question. Bonjour tout le monde. Rebonjour, Micha. Je suis Micha. Merci Delphine de m'avoir donné l'occasion de pouvoir participer à cette réunion. Moi, j'ai une petite question pour une entreprise vraiment qui débute, qui est vraiment dans le phase de lancement. C'est à partir de combien d'années ou bien à partir de quand on peut parler de pouvoir mesurer sa notoriété pour voir si vraiment on est un peu connu sur le marché, qu'est-ce que les clients pensent de nous. On doit attendre combien d'années ou bien de mois, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous conseillez pour pouvoir se lancer dans cette démarche? Alors, pardon, je n'ai pas bien compris la question, parce que je t'entends de loin. En fait, la question, c'est tout simplement à partir de quel moment, quand on vient de se lancer, on peut prétendre en fait à faire cette étude de notoriété pour savoir si on est connu ou non. Alors, comme je disais du coup en réponse à la question de Virginie, au tout début, pour savoir où on en est et d'où on part, et ensuite, au fur et à mesure des apparitions et des leviers de notoriété qu'on va solliciter, de pouvoir faire l'affaire assez régulièrement pour mesurer l'impact du coup de ce qu'on fait. Mais toujours une au début pour savoir où on en est, et après, au fur et à mesure des apparitions, en faire par exemple une par an pour voir l'impact qu'a du coup les leviers qu'on va solliciter. Et après, de suivre également toutes les autres métriques au quotidien
Donc, par exemple, sur les nombres de visites, le trafic, qui sont des indicateurs qu'on va tout de suite avoir après les apparitions médiatiques et qui vont nous donner, en fait, du coup, un bon aperçu pour savoir si l'apparition qu'on a faite et du coup le média qu'on a ciblé, la pertinence du message, etc., a déclenché de l'intérêt ou non. Et pouvoir mieux recibler, savoir si on part sur d'autres médias ou si on peut continuer sur ce média-là parce qu'il y a un intérêt de l'audience derrière par rapport à ce qu'on partage dans le média. Micha, moi, je reste persuadée que ça reste un bon compromis, en fait, le display, par exemple, te concernant. Et après, on en reparlera peut-être pas en phase 1, mais ça peut être bien, en fait, pour ton lancement, enfin, à peine après ton lancement. Parce que c'est des budgets. Hein. C'est des budgets. Alors après, à part si on arrive à trouver des choses entre guillemets, pas chères, après, on peut s'en reparler en off, en fait, Julie, et voir, en fait, parce que tout de suite, ça peut faire peur. Voilà, c'est tout de suite, tu sais, c'est comme on parle de télé, c'est pareil. Avec Yannick, on avait halluciné parce que tout de suite, tu dis télé, les gens, ils pensent presque le million d'euros, tu vois. Et du coup, bah, la presse, en fait, c'est vrai que ça a tellement un éventail. Moi, je l'ai vu hein, quand tu m'as présenté tes trucs, en fait, on était quoi, septembre, octobre, je crois, de mémoire à l'époque. Du coup, ouais, on n'est pas tout, il y a tellement de possibilités. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est bien de faire appel à un expert parce qu'il y a ces possibilités-là que nous, on ne connaît pas et qui viennent souvent s'implémenter au fil du temps parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et on ne connaît pas tous les produits qui existent en fait dans le truc. À bientôt, Fanta. Et du coup, À c'est bientôt. vrai Au que revoir. À bientôt. Merci. c'est vrai que c'est pratique en fait de savoir en fait ce qui se fait, quels sont les nouveaux produits et de se tenir informé. Et c'est vrai que bah, moi, je suis contente d'avoir rencontré Julie et d'autres personnes en fait justement dans les métiers qui rôdent, on va dire ça comme ça, autour de moi, qui gravitent. Voilà, c'est plus joli. Parce que en fait, il ne faut pas qu'on ait en fait un frein dans sa tête en se disant bah, non, je ne vais pas aller en presse, je ne vais pas aller en télé, je ne vais pas faire ci parce que je sais que ça coûte cher, alors qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas et complètement adaptées en fait à notre client pour aller toper en fait sa cible. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Mais moi, j'ai souvenir en fait que ça ne coûtait pas si cher, par exemple, du display. Après, il faut aller au bon endroit, au bon moment, comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil. Donc, voilà. Et après, ça s'imbrique dans d'autres choses qui prennent moins de temps, moins de budget. Mais voilà, après, moi, Julie l'a dit tout à l'heure, je vais le répéter, pour faire du bruit, en fait, aujourd'hui, pour pas grand-chose, entre guillemets, parce que ça coûte pas cher, il y a les réseaux sociaux. Et je suis contente d'avoir croisé des gens là récemment qui disent, bah, qui confirment ce que je dis depuis toujours. Il y a des gens qui disent, bah non, je vois pas l'intérêt d'aller à tel endroit si tu n'es pas présent, si tu sais que tes clients vont pas arriver par là. En même temps, si le poste existe, pourquoi se priver d'aller poster sur un Facebook et qu'un jour, peut-être, on aura quelqu'un qui te verra et ça peut être un ami qui va transmettre à quelqu'un, etc. Donc, on ne sait pas. Mais au moins, quand quelqu'un vous cherche, vous avez la preuve que vous êtes une société active et vous êtes présent en fait sur plein de réseaux. Et il n'y a rien de pire en fait qu'une entreprise en fait qui pourtant existe et qui pourrait être présente. Et voilà, si le poste, si vous avez un budget de community management ou si vous le faites vous-même et que derrière, c'est pas le temps que ça prend, ou de programmer ou de poster, voilà, ça prend 2 secondes. Donc, on peut être sur Insta, on peut être sur Facebook. Moi, officiellement, j'ai 0 trafic via Facebook. Voilà. Mais je le fais quand même. Et Insta, alors, j'ai plus des gens qui arrivent en fait d'agences, des gens avec qui je travaille, on va dire, en complémentaire. Et je crois qu'il y a des gens, en fait, pour moi, c'est stratégique. C'est plus de la stratégie plutôt qu'un canal d'acquisition. Ça peut être en indirect. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. D'accord. Je sais pas si là. Tout à fait. Après, c'est peut-être aussi dans des problématiques de temps, parce qu'effectivement, si on est sur beaucoup de réseaux, il y a toujours une adaptation des formats souvent à réaliser. Et du coup, ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on veut débuter, on va sélectionner un ou deux canaux qui sont les plus intéressants par rapport à sa cible. Accessible, ouais. Après, voilà, se développer quand on a un peu plus de temps ou les capacités budgétaires pour le faire sur d'autres réseaux.
Après, je sais pas, moi, je ne travaille pas avec un CM, mais je sais que la plupart que j'ai pu rencontrer, enfin, qui sont mes amis aujourd'hui, hein, en fait, ça fait partie du package, en fait. Si tu es sur un Facebook ou un LinkedIn ou quoi, bon, bah, on sait que le format, il n'est pas le même, en fait, on en parlait hier avec Nathalie, hein, avec un carrousel ou des photos. Voilà. Donc, moi, je le fais, hein. C'est vrai que ça me prend du temps parce que bah, moi, je passe par PowerPoint et après, je fais des visuels. Moi, je suis pas la grande copine de Canva aujourd'hui. Mais le pire, c'est que Voilà. j'avais l'habitude de faire les carrousels. Mais hier, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Ah, Je l'ai bon, laissé bah, en JPG au lieu de le mettre en PDF. Et c'est ça qui m'a en amené. JPEG. En JPEG, ma chérie. Ouais, ouais. Mais, du coup, ouais, c'est bon après, ça dépend si c'est dans le forfait, autant profiter. Voilà, après, peut-être que c'est un point important à voir avec son community manager dès le départ. Voilà, si on doit décliner sur trois trucs. Alors, c'est vrai que moi, je vous cache pas, c'est très simple. Moi, mes visuels, ils sont pas du tout au départ faits pour Insta. Et en fait, ben, quand je me mets sur le format, il me le rogne. Je choisis sinon ou non, et puis c'est tout. Voilà. Après, mais bon, moi, je suis pas une grande entreprise. Pas encore, en tous les cas. Voilà. Mais ça fait l'affaire, quoi. Après, c'est clair qu'après, c'est pas pareil si on veut aller en print. Voilà. C'est pour ça qu'après, il faut faire appel à des pros, si on doit faire de la déclinaison, les histoires de DPI. Voilà, on va pas en parler pendant des heures. Mais c'est clair qu'il y a des choses que bah, moi, je fais. Mais il y a des trucs que je suis obligée de traiter. Et là, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai enfin lancé mes cartes de visite. Donc, j'ai fait appel à des professionnels. Voilà. Une graphiste, un imprimeur, des choses qui rentrent bien dans des cases, avec des bons fonds perdus au bon endroit. Et voilà. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire nous-mêmes. Voilà. À part si on a l'expérience. Enfin, cette expertise. Voilà. Et c'est vrai Donc, qu'au début, des fois, ça peut être un peu compliqué. Enfin, si on débute, on n'a pas forcément de budget à les mettre dans du community management ou dans la notoriété, etc. Et du coup, on est obligé de faire soi-même. Mais c'est bien aussi parce que ça permet d'apprendre. Et si un jour, du coup, vous souhaitez le déléguer, vous connaissez les tenants et aboutissants et vous êtes capable comme vous avez fait le métier un petit peu, de savoir, du coup, si le prestataire en face va pouvoir répondre à votre projet ou non. C'est toujours bien aussi de faire un peu c'est soi-même. clair. Mais ça prend beaucoup de temps aussi d'être un Moi, peu. je dis que la clé, c'est l'organisation et l'anticipation. Voilà. C'est ça. Après, je pense Et que d'être bien accompagné aussi, hein. Le fait d'être bien accompagné aussi, ça aide aussi. pour l'instant, bah, moi, tu vois, j'ai décidé de faire moi-même mon community management. C'est un parti pris. Après, j'admire les gens qui arrivent à déléguer. Je trouve que c'est possible quand on est une marque, avec des produits derrière, etc. Moi, je pense que je perdrais beaucoup plus de temps à demander à quelqu'un, à briefer quelqu'un, d'écrire des textes pour parler de mon expertise, alors que je vais le faire et je vais prendre pas 10 minutes, mais bon, pas loin, quoi. Voilà. Puis après, je crois que c'est un jeu. Moi, j'y ai pris goût. Donc, voilà. Oui, Moi, je c'est vrai. m'amuse. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de déléguer quand en fait on prend la parole en son nom, comme on le fait sur LinkedIn. Quand on est une marque, c'est un peu différent, mais moi, par exemple, tout ce qui est. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de ghostwriters sur LinkedIn. Bon, je trouve ça très bien parce qu'il y a forcément un besoin, mais moi, j'aurais du mal, oui, à déléguer en fait ma Ouais, je propre suis pareil. parole. Ouais. Je suis pareil. Mm, mm. Alors après, ça dépend si c'est pour faire une opération coup de poing, comme on peut dire. Tu as envie de Oui. faire du bruit, tu prends un ghost pendant. Après, il faut voir en fait le deal et si c'est plusieurs. C'est bien quand c'est plusieurs postes aussi. Mais c'est vrai que moi, je sais que depuis le départ, je le dis, hein, je vois pas comment quelqu'un peut parler à ma place, en fait, ou toi, Vivi, en fait, comment quelqu'un va parler des sales à ta place. Tu vas passer plus de temps, en fait, à briefer la personne, ou toi, Julie, pareil, pour raconter toute ton expertise. Et après, ça dépend. Ça peut être complémentaire. Il y a des posts qui peuvent être écrits, en fait, sur tout ce qui est expertise. Et après, ça dépend dans la ligne éditoriale. Si on a des posts, en fait, qui sont beaucoup plus, je sais pas, liés à la créativité, je sais pas, des trucs un peu plus visuels, peut-être. Donc, il y a des gens qui s'amusent comme ça à avoir
On le voit sur Insta, c'est beaucoup plus flagrant. En fait, sur toutes les photos qu'on peut voir, il y a des thématiques qui reviennent régulièrement, des trucs en diagonale, pas diagonale, des choses. Mais c'est vrai que quand on est… ouais, ça dépend. Après, si c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'événements, par exemple, et qu'il faut juste quelqu'un qui vous fasse la création en fait d'un visuel et parler d'un événement, ça ne demande pas en fait d'être… Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est deux mondes différents. Voilà, c'est pas la même chose. Ça peut être complémentaire, je pense. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas faire et j'aurais aimé avoir des gens qui puissent me faire. J'admire, moi, ceux qui font des vidéos, des machins, des trucs. Après, je sais pas combien de temps ils mettent pour monter tout ça. Alors, mais après, c'est une habitude. Après, il y en a, c'est devenu une passion. Ils sont devenus des addicts. Voilà, moi, je suis plus addict de Photoshop ou PowerPoint, voilà, que de Canva. Canva, alors oui, enfin, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, elle a cartonné, mais j'ai galéré pour la faire, quoi, même, alors qu'en fait, elle durait 5 secondes, quoi. Moi, je suis au Canva, tu vois, à l'inverse de toi. Je Ouais. suis PowerPoint. Ouais, mais moi, enfin, je vais pas dire je suis née avec, mais moi, ça fait quand même depuis, je sais pas, très longtemps, j'ai découvert PowerPoint. Je crois que j'étais encore étudiante. Et forcément, bah, après, à l'agence, je m'en suis servi tout le temps. Et pour moi, c'est plus facile pour moi de faire un PowerPoint et même d'animer le PowerPoint s'il le faut, et derrière le transformer en post, enfin en vidéo, un MP4, je crois, on l'appelle comme ça, Ouais, MPEG, c'est ça. MP4, je sais pas quoi, plutôt que d'aller sur Canva, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut trouver les bons trucs. Le plus difficile pour moi, c'est après de trouver la bonne musique. Et voilà, c'est pas toujours évident. Mais bon, après, c'est voilà, chacun ses possibilités, ses talents cachés. Moi, j'ai démarré Photoshop, je sais pas, en 2015. Mais après, au début, je bidouillais. Je devais avoir une formation avec Mi Créatif à l'époque, ça s'est pas fait. Voilà, et finalement, bah, depuis que j'ai lancé The Connection, en fait, je bidouille. Et encore, j'apprends plus. Mais quand je sais pas faire, je vais sur PowerPoint et après, j'intègre. Pof. Et personne ne le sait, c'est ni vu ni connu. Mais après, alors que peut-être je prendrais peut-être 2 secondes à faire quelque chose directement par Photoshop. Mais si on ne me l'a pas appris, puis moi, j'ai pas la patience, en fait, patience d'aller chercher le tuto pour faire ci, pour faire ça. Je sais le faire sur PowerPoint, alors je me prends pas la tête, quoi. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'aurai la patience. Voilà. D'habitude, bah après, Photoshop, c'est assez, on peut faire plein de choses avec, mais c'est plutôt complexe quand même. Je suis habituée. T'es vite perdu hein, si tu t'y connais pas, ouais. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour, peut-être? Ok. Eh bien, merci à tous. Merci Julie, en tous les cas, pour ce bel épisode. Et on se retrouve comme d'habitude tous les jours sur mes contenus. Et le prochain event, en fait, c'est le 16 février avec Johan. Voilà, Johan Martin d'Influence Emploi. Voilà. Alors, bon après-midi et bonne fin de semaine. Merci. Ouais. Salut, salut. Bye bye. Ciao. Merci Bye bye. beaucoup. Bye bye. Merci à tous.